Bonjour, tu vas découvrir dans ce reportage l'irrésistible ascension d'Amazon en France. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sous la vidéo maintenant sur s'abonner et en cliquant sur like afin de recevoir les prochaines vidéos de présentation des sites Amazon. Sous cette vidéo, tu trouveras des offres exclusives réservées aux abonnés de notre chaîne et chaque semaine tirage au sort de cartes cadeaux. Voilà. Je crois qu'on y est. C'est parti. C'est la bonne maison. On va scanner le colis. Et on le remet à son destinataire. Et un client satisfait de plus. Amazon est l'entreprise en qui les clients ont le plus confiance. Elle satisfait le moindre de nos désirs immédiatement. J'appuie sur « Je suis arrivé ». Je scanne le colis. Bonjour, c'est Amazon. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Des milliers d'employés au bas salaire comme Jamel sont au service d'Amazon pour que vos désirs deviennent réalité. Et un client satisfait de plus. Amazon, en imposant ses propres règles sur le commerce, la logistique et l'emploi, transforme la société en profondeur et de manière incontrôlable. Je vois pas le numéro des maisons. Génial. L'entreprise connaît un essor constant et s'en nourrit. Il n'est pas question de la freiner. Chez Amazon, chaque jour est le premier. C'est ce qu'explique le PDG Jeff Bezos à ses actionnaires. Day 2 is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. And that is why it is always day one. Mom, I feel bad, Lush. Next up, I got, take 5. Amazon assure au consommateur le confort de passer commande depuis chez lui. Le client détient désormais le pouvoir de l'économie globale, auparavant aux mains des fabricants. Puis la grande distribution est arrivée et a pris le relais. Aujourd'hui, Amazon a passé les clés au consommateur. L'information est au bout de nos doigts. On peut acheter en ligne et on choisit son fournisseur. On se fait livrer en un rien de temps et le prix défie toute concurrence. Une fois que vous avez passé votre commande, celle-ci est généralement traitée en moins de 15 minutes. C'est comme ça que ça se passe pour des centaines de millions d'articles dans des centaines de bâtiments à travers le monde. Ils ont tiré parti de la technologie pour parvenir à ce résultat. Personne d'autre n'en est capable. Aucune entreprise ne rivalise. Les centres de traitement d'Amazon représentent l'équivalent de 5 Central Park et demi. Chaque année, un nouveau Central Park voit le jour. L'essor continue. Ils ont bâti une forteresse entourée de douves. Elle est inaccessible. Dans le monde entier, les forteresses d'Amazon transforment le paysage et imposent leur modèle à toute la chaîne logistique. Comment cela est-il arrivé ?
Peu de temps après l'effondrement de l'Union soviétique, un génie de la finance nommé David Elliott Shaw engage un groupe de jeunes banquiers et scientifiques brillants et leur demande de réfléchir aux investissements d'avenir. Parmi eux se trouve un jeune homme prometteur, Jeff Bezos, le futur fondateur d'Amazon.com. On peut dire que Shaw a été le premier incubateur d'Internet au monde. Shaw est un scientifique qui a travaillé sur le développement de l'informatique dans les années 70. C'était un universitaire. Puis il a compris qu'il y avait matière à se faire beaucoup d'argent. Il a embauché de nombreux spécialistes, des docteurs en informatique. J'étais un des rares à avoir de l'expérience dans le commerce. Il était entouré de gens de tous horizons, très intelligents et intéressants. Il a vu, avant tout le monde, que cette chose appelée Internet était en train de passer de la sphère universitaire au monde des affaires, et que ça prenait de l'ampleur. Il a chargé Jeff Bezos et quelques collègues de trouver des opportunités commerciales. C'était en 1993. Internet connaissait un essor fulgurant. Jeff Bezos aurait d'ailleurs dit à ce propos « Rien ne se développe aussi vite ». Amazon s'implante à New York, dans Wall Street, en 1993. Depuis, l'entreprise ne cesse de défier les géants. Pour les investisseurs, tout ce qui compte, c'est la croissance. Elle devient l'obsession de Jeff Bezos. Jeff a eu l'idée de vendre des livres sur le net, mais pas seulement. Avec Shaw, il était à l'origine du premier service de courtage en ligne. Le terrain était très fertile pour le développement de nouveaux business à l'époque. Et je crois que sans Shaw, Amazon.com n'aurait pas existé. Quand Jeff m'a annoncé qu'il quittait Shaw pour lancer sa propre société et développer son projet, je lui ai dit « C'est une bonne idée. Dis-moi si tu as besoin de quelques dollars. Je suis prêt à investir. » Un des moments les plus décisifs de la vie de Jeff Bezos, c'est quand il a quitté New York et a renoncé au salaire mirobolant qu'il touchait chez Shaw. Sa mère était venue m'en parler. Elle essayait de convaincre Jeff de garder ce travail et de s'occuper d'Amazon à côté. L'histoire aurait été tout autre. Mais il a quitté ce travail en or. Il a traversé le pays et il a recommencé à zéro. Aujourd'hui, cette aventure fait partie de la légende d'Internet. Jeff Bezos met dans ses valises les pousses qui ont germé à Wall Street. Il s'installe de l'autre côté des États-Unis et les repique dans la terre fertile de Seattle, dans l'État de Washington, où elles prennent rapidement racine. Ils avaient une petite maison dans la banlieue. Je suis allé rendre visite à mes amis. Je me souviens du garage où ils travaillaient. À chaque fois qu'une vente se faisait, une cloche sonnait. C'était tout au début de la mise en ligne du site. On était en pleine discussion avec Jeff, et de temps en temps, on entendait cette cloche dans le fond. Bien sûr, ils ont dû l'arrêter rapidement parce que les ventes explosaient et la cloche sonnait sans arrêt. À la fin des années 90, les investisseurs, fascinés par l'histoire de Jeff Bezos, capitalisent Amazon.com à hauteur d'1 milliard de dollars. Et en 1999, Jeff Bezos devient la personnalité de l'année selon Time Magazine. Il convainc les actionnaires que le chiffre d'affaires immédiat n'est pas ce qui compte et leur promet le jackpot à condition de prendre leur mal en patience.
Amazon.com, first of all, does not make a profit. We did back in December of '95, 6 months after we opened, we made a profit for a short period of time. And it was actually a bad decision because when things are growing this quickly and when there's so much innovation to be done and so much customer experience to be built, it doesn't make sense not to be investing in your business. And that way investors sort of get to decide, do they want to be investing in a company that has that strategy or not? And then they get to self-select. And that's how, free market economies are supposed to work. Wall Street a accordé un laissez-passer à Amazon. Aujourd'hui, aucun distributeur sur le marché ne s'en sortirait s'il avait le bilan financier qu'Amazon publie chaque trimestre. Si Amazon fait du bénéfice, c'est un mauvais trimestre. Si ça se trouve, Jeff Bezos licencie les équipes qui en sont à l'origine. La stratégie est de générer d'importants revenus et de les utiliser pour réinvestir dans l'entreprise. L'objectif est de financer les promotions sur leur plateforme de vente, ce qui va attirer plus de clients et donc booster les ventes. C'est cyclique. Amazon réinvestit sans cesse son argent dans l'entreprise. En 1997, Jeff Bezos annonce clairement ses intentions. We want to be Earth's most customer-centric company. So we're trying to build a completely new standard, raise the bar worldwide on what it means to be focused on customers and obsessed over customers. That's our mission. Aujourd'hui, ces mots prennent tout leur sens. Amazon! Amazon. Amazon. Amazon veut transformer la société, une mission que l'entreprise mène en s'appuyant sur Internet. Anything. Anywhere. Anytime. Amazon. I think if you look across all of the applications on the internet, all the things you see, it's about empowerment of the individual. Les consommateurs deviennent plus autonomes et utilisent Amazon pour gérer leurs échanges, faisant de Jeff Bezos l'intermédiaire ultime. In my opinion, everyone is a middleman. So, even the farmer who grows the wheat buys the seeds somewhere. Dans le conte populaire Le joueur de flûte de Hamelin, le héros promet aux habitants une vie plus facile. Pour l'instant, le charme de la flûte de Jeff Bezos opère sur tous les intermédiaires. Et pour le consommateur, c'est Noël tous les jours. Dès le départ, Jeff Bezos a expliqué son idée, devenir l'intermédiaire de tout ce qui se vend sur Internet. En tant qu'ancien banquier, il a compris que ce créneau était extrêmement lucratif et que le souci du service et l'incroyable choix qu'il propose finiraient par payer. La ville de Hamelin accepte la proposition du joueur de flûte, mais finit par le regretter. Amazon domine le marché en satisfaisant les désirs de chacun, mais cela entraîne une rupture des relations sociales traditionnelles. Normalement, le marché se trouve au cœur de la ville. Et par conséquent, l'argent circule dans cette ville. Je vais chez le cordonnier et je lui donne 10 $. Il les prend et va chez le boucher pour acheter son poulet. Le boucher passe les 10 $ à mon fils pour qu'il donne des cours de maths à son fils. Ensuite, mon fils va à la papeterie, puis chez le cordonnier. Donc l'argent circule. Tout le monde est consommateur et producteur. Mais une fois que vous avez mis votre argent chez Amazon, il est aspiré hors de ce circuit. Si cela ne tenait qu'à Jeff Bezos, Amazon serait en train de devenir l'unique entreprise de la planète.
La compagnie anglaise des Indes orientales a servi de modèle. Vous colonisez un territoire, réduisez les gens en esclavage et exploitez leurs ressources. Si les gens essayent de réussir, vous faites en sorte de rendre leur activité illégale et vous les faites travailler pour vous. C'est exactement ce que fait Amazon. S'installer pour devenir l'unique fournisseur. C'est le pouvoir du monopole. Tandis qu'Amazon grandit, ses branches enserrent toutes les plateformes de transport du monde. Et beaucoup d'entre nous rêvent encore d'un passé où les forces opposées du socialisme et du capitalisme trouvaient un équilibre. À l'époque où Jeff Bezos lance son entreprise, tout ce qui aurait pu entraver sa croissance disparaît. Le libre-échange et l'ouverture des frontières permettent à son système financier de pénétrer chaque recoin de la planète. Au Royaume-Uni, en 1993, le Premier ministre John Major énonce son programme. Il impose le libre-échange et le libéralisme. Madam President, our economic roots are clear. We're the party of Adam Smith, and Adam Smith was the apostle of free markets. And that is why we regard the present world trade talks as so important. En 1992, la BBC annonce des coupes budgétaires dans l'industrie du charbon. Britain's coal industry is to be drastically reduced to 1/3 of its present size. 30,000 miners will lose their jobs within 5 months as 31 pits are closed down or mothballed. Tens of thousands of miners parade through London in mass protest. Video Diary est une émission de la BBC. Cette année-là, cette sorte de journal intime vidéo est confiée à Brenda Nixon, femme de mineur. Tout le monde était à 100% en faveur de la grève. C'était comme une zone de guerre. Les gens étaient dans la rue. Il y avait des piquets de grève. Tout le monde nous soutenait. Quand on circule dans la région, on voit des puits de mines partout. Ça fait partie du décor. Des milliers de gens travaillaient dans ces mines. C'est le secteur tertiaire qui domine l'économie d'aujourd'hui et qui dominera celle de demain. Pour la classe ouvrière qui se retrouve sans emploi et divisée, il ne reste rien. Et la limite entre emploi et exploitation est difficile à définir. Nous n'avons plus rien. Tout est mort. Il n'y a plus d'industrie. Les mines de charbon et de fer ont disparu. Il n'y a plus rien là où plusieurs milliers de personnes travaillaient auparavant. Ces régions ont été bâties par les ouvriers. Les enfants grandissaient puis allaient travailler dans ces usines. C'était comme ça depuis des siècles. Et tout s'est brutalement arrêté. Mais il y a toujours des gens qui vivent ici et ils font toujours des enfants. Où vont-ils aller? Que peuvent-ils faire? Il n'y a rien pour eux. Voilà, on est arrivé. Le dépôt d'Amazon se trouve sur la gauche. Il a ouvert en 2017. Je consultais les emails de ma femme. Elle cherchait du travail et elle a reçu une petite annonce. Amazon Flex démarrait à Leeds. Il cherchait des chauffeurs. J'ai postulé et j'ai rempli le formulaire. Un mois plus tard, la réponse est arrivée. Veuillez vous présenter pour travailler. Quand j'arrive, si je suis dans le quart d'heure qui précède mon horaire de départ, je peux pointer. Si des colis sont prêts et qu'ils sont dans mon itinéraire, on me les donne et je repars.
Le principe d'Amazon est le suivant. Vous vous présentez le jour même et on vous paiera tant. On ne vous proposera rien d'autre. C'est à prendre ou à laisser. Et vous trouverez toujours des gens qui acceptent de travailler dans ces conditions. Si je suis avec un collègue et qu'on attend tous les deux qu'une course se présente, ce sera celui qui cliquera le plus vite. Je ne me fâche pas si c'est lui qui décroche le job, et vice-versa. Le plus gros inconvénient pour moi est de devoir constamment surveiller les propositions de tournée. Une course ne reste généralement pas plus de 10 secondes sur l'appli avant que quelqu'un ne l'accepte. Sauf les courses après 21 heures que personne ne veut faire. C'est comme ça. Ils vous paient pour un travail donné et vous n'êtes engagé pour rien d'autre. Ils ne sont pas obligés de vous verser la moindre indemnité, juste l'argent qu'ils vous doivent pour la semaine. Ils gardent une trace de tout ce que vous faites. Quand ils veulent arrêter de travailler avec vous, ils vous disent simplement qu'ils ne vous donneront plus de travail. Ce sont eux qui décident. Vous savez dès le départ ce qui vous attend. Vous êtes payé pour une tournée et c'est tout. Quand j'ai quitté l'école, j'ai fait des boulots à plein temps et à temps partiel. Je débarrassais les verres dans des bars, des trucs comme ça. À 18 ans, j'étais à temps complet. C'était souvent des contrats de magasinier dans des entreprises comme Amazon. Amazon est à l'image de toutes les entreprises en ligne actuelles. Les gens qui y travaillent n'ont pas de visage. On sait juste qu'ils s'activent toute la journée, comme des robots. Ils font leur travail et sont traités comme des moins que rien. Ils sont sous-payés et ne reçoivent pas le respect qu'ils méritent. Ils n'en tirent aucune satisfaction. La seule chose qu'ils peuvent dire, c'est qu'ils ont un emploi, c'est tout. Je suis sûre qu'aucun d'eux ne se réjouit d'aller au travail. Au bout d'un mois, je n'avais plus envie d'y retourner. Je suivais le processus. Je travaillais dans la zone d'emballage. On a un chariot, un lecteur code-barre et une commande. On scanne la commande et ça vous dit combien d'articles vous devez collecter, le temps que ça doit vous prendre et l'heure où votre commande doit être prête. Vous allez chercher tous les articles à la main dans des centaines de milliers de rayons. C'est comme faire ses courses, mais dans des rayons beaucoup plus étroits et plus hauts. C'est presque un Tetris. Vous prenez l'article qui affiche la bonne référence, vous le scannez, et ça vous dit si c'est bien ça. Si c'est bon, ça va dans votre panier. L'économie d'Internet est un remake du film Sur les quais, avec Marlon Brando, qui décrit le quotidien des dockers qui attendent de se faire embaucher. Sur les quais est un chef-d'œuvre cinématographique d'Elia Kazan sorti dans les années 50. Il traite de la précarité et de la violence de la vie des dockers. Dans ce film, les dockers new-yorkais finissent par céder à leur patron. Cette scène en particulier met en lumière la différence dans les relations de travail aux États-Unis et en Europe. C'est le même scénario. La différence est qu'on ne se rend plus sur les docks, mais on attend à la maison qu'on nous appelle, et si on ne peut pas venir, on ne travaille pas. C'est ignoble. Il n'y a aucune sécurité. Comment acheter ou louer une maison si vous ne savez pas si vous aurez un travail demain?
Même les contrats à durée déterminée, c'était mieux. On désapprouvait ça quand j'étais syndiqué. On ne voulait plus du temporaire, on voulait du permanent. Mais quand ça dure depuis des semaines, pourquoi ne pas en faire un contrat à durée indéterminée? Mais là, c'est encore pire. On ne les envoie pas à la mine, mais dans leur tombe. Les Européens souffrent des effets combinés du libéralisme, de la mondialisation et de la technologie. L'austérité a défait leur filet de sécurité. Et on leur demande d'écouter la philosophie individualiste que Jeff Bezos vante en racontant l'histoire de son ascension. Jeff Bezos fait valoir son modèle économique à l'ère de la technologie par le simple constat de la réussite de son entreprise. When I started Amazon, it was me and a few other people. I was driving the packages myself, hoping one day to be able to afford a forklift. And 20 years later, we serve almost 300 million customers and have, 100 billion plus in sales. And we're just one company in this gigantic thing that didn't exist 2 decades ago. L'Amérique a toujours soutenu l'individualisme, et les employés sont habitués à cet environnement économique précaire. Un des avantages de ce qu'on appelle la gig economy, l'économie des petits boulots, c'est qu'on peut décider de combien d'heures on veut travailler et quand. Aucun patron ne vous impose vos horaires. Vous êtes très autonome. Je suis assez spécial. Je suis quelqu'un d'économe, alors que la plupart des gens ne le sont pas. Je me suis beaucoup renseigné et j'investis. Pour les personnes comme moi, c'est bien. Mais si toute la société devait suivre cette voie, ça pourrait se terminer par une situation similaire à la Grande Dépression, où on se retrouve ruiné et personne ne peut nous aider. Là, oui, ce serait problématique. J'apprécie Amazon Flex, mais j'en ai pas besoin. C'est la chose la plus importante dans la gig economy ou dans le travail en général. Si vous n'avez qu'une source de revenus, ça représente un risque, surtout aux États-Unis. Si tant que vous travaillez, vous pouvez mettre de l'argent de côté en cas de coup dur, c'est une très bonne idée. Si vous avez une source de revenus complémentaire qui vous aide à mettre de côté, alors c'est génial. Ces deux situations vous permettent d'avoir un pécule en cas d'urgence. Et donc, si vous perdez votre emploi, vous avez déjà une autre source de revenus qui vous permettra de tenir jusqu'à trouver un autre travail. Amazon Flex sert à ça. Il faut l'utiliser et ne pas la laisser vous utiliser. Servez-vous d'Amazon Flex pour atteindre votre objectif et rien d'autre. Voilà, on y est. C'est l'entrepôt d'Amazon Flex vu de l'extérieur. Le plus gros problème si vous voulez faire vos 40 heures par semaine, c'est ça. Vous devez faire ça toute la journée. C'est pas drôle. Donc je vais pas essayer de faire 40 heures par semaine chez Amazon. C'est possible, mais c'est chiant. Internet, comme beaucoup de technologies, a été lancé par des gens qui l'imaginaient d'une manière. Mais finalement, la réalité est tout autre. Au début d'Internet,
J'étais enthousiaste. J'avais les yeux écarquillés comme un ado qui vient de prendre son premier acide. C'était sexy et psychédélique. Et il y avait une importante dimension de justice sociale. C'est comme si nous allions embarquer toute l'humanité dans ce bateau. Back in the 60s, people tried to do things differently, but they're all stockbrokers now, or dead or whatever. But there are people who still believe that it's worth experimenting with trying to find new kinds of communities, new things to do with the world, to try to move it forward. And this is a place where we can connect with one another and make real plans and do things. And that kind of connectivity is really, in itself, subversive. J'étais sûr que les hackers allaient se jeter sur cette occasion. Je ne pensais pas que la première chose qu'ils feraient serait de se précipiter chez Goldman Sachs pour se remplir les poches. Comment mes idées innovantes peuvent-elles servir à soutenir notre bon vieux système répressif? Comment m'assurer que mon invention ne perturbe surtout pas le capitalisme, mais qu'elle vous aide à extorquer la valeur des individus et des lieux et à la stocker en bourse? C'était très surprenant pour moi. J'ai remarqué que les idées libertaires qui circulent dans la Silicon Valley sont souvent formulées avec une grande ouverture d'esprit. Je pense par exemple à Elon Musk, et je crois qu'on peut le dire aussi à propos de Jeff Bezos. Les deux vous diront, je prends les bonnes idées des deux côtés. Je suis pour le mariage gay et la légalisation de la drogue, c'est ce qui me plaît à gauche, et comme les gens de droite, je pense que les impôts nuisent à la croissance, ce genre de choses. Ça me paraît assez modéré, mais finalement, c'est une idéologie libertaire qui prône le moins de contrôle possible. La défiance à l'égard du gouvernement est un réflexe très américain. Jeff Bezos a réussi à imposer un programme ultra-libéral qui permet de contourner la réglementation et les impôts. Il est soutenu par des partenaires financiers et des politiques qui cherchent à imposer leur idéologie dans le monde. Quand j'ai voulu savoir si Jeff Bezos était libertaire ou non, je suis tombé sur la réponse qu'il a donnée par rapport à un article du New York Times qui expliquait que les cols blancs de chez Amazon n'étaient pas heureux. Sa réponse était qu'il n'y croyait pas. Si je dirige une entreprise où les gens sont malheureux, je le saurais. Pour Bezos, la concurrence est partout. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Mais comme personne ne s'en va et que son entreprise se porte bien, cela signifie pour lui que les gens y sont heureux. Il refuse d'admettre qu'il est difficile de quitter un travail. Des raisons familiales vous empêchent peut-être de le faire. Il est dans la croyance que le marché fonctionne comme une machine. Si vous traitez mal vos employés, ils démissionneront et votre entreprise s'écroulera. Il ne pense pas qu'il faille plus protéger les travailleurs que le marché. C'est un mythe de se persuader que le marché résout tous les problèmes et remplace le gouvernement. And you may recognize Catherine Mangue-Ward, editor-in-chief of... Catherine Mangue-Ward est régulièrement invitée sur les plateaux télé américains. Cette rédactrice en chef est aussi une mère de famille qui aime Amazon. Nous sommes le magazine des esprits libres et du libre-échange. Nous sommes le principal magazine libertaire des États-Unis. Vous pourriez nous définir comme fiscalement conservateurs et socialement libéraux. Nous aimons le sexe, la drogue et la rigueur budgétaire. Les libertaires préfèrent le marché à un État trop autoritaire. Selon eux, les clients avec leur portefeuille et la concurrence entre entreprises sont mieux à même de gérer la société que les élus. Je dépose les enfants et je saute dans le train de 10 heures pour New York. On enregistre et si tout se passe bien, je peux prendre le train de 16 heures et être chez moi à 19h30. Je peux faire ça super vite. J'essaie généralement de rentrer après le bain et avant que les enfants aillent au lit. C'est mon objectif. Je suis rédactrice en chef pour le magazine Reason et Jeff Bezos fait partie des 35 personnalités que nous avons mises en valeur à l'occasion de notre 35e anniversaire.
Pour nous, il a rendu possible à tous l'accès à l'information. Je pense surtout à la grande librairie qu'Amazon proposait avant de devenir cette énorme machine à vendre. C'était un peu comme Wikipédia aujourd'hui, un partage d'informations bénéfique à tous. Chaque livre était rendu accessible partout dans le monde. Ça paraît plutôt louable, et c'est ce qu'Amazon faisait. Les gens ont tendance à minimiser le côté pratique. On entend, c'est vrai que c'est plus commode, mais on en parle de la taille de l'entreprise et de la façon dont elle domine le marché. On sous-évalue le confort que ça apporte. C'est pourtant essentiel, et notamment quand vous venez d'avoir un bébé, que vous déménagez, que vous êtes submergé par le travail ou que vous vous occupez d'une personne âgée. Bref, notre quotidien à tous. Because you can still remember when you had to schlep out to get everything, it still feels like Parfois, c'est compliqué de trouver certains articles. J'ai toujours l'impression qu'on m'a épargné un sacré stress quand je commande sur Amazon. Si ma fille veut un costume très précis pour Halloween, par exemple, je me souviens de l'époque où dénicher un costume de la petite sirène avec la queue rose et pas verte relevait du parcours du combattant. Il fallait écumer les centres commerciaux pendant des semaines. Aujourd'hui, vous tapez « costume petite sirène avec queue rose ». Et vous l'avez. C'est pratique. Et vous trouvez exactement ce que vous cherchez. Pour satisfaire vos moindres désirs, Amazon est devenu une sorte de péage par lequel tous les vendeurs sont obligés de passer. Ils utilisent Amazon pour placer leurs produits sur le marché. J'ai grandi dans une famille de commerçants. Mon grand-père maternel était dans une entreprise de lin. Mon père fabriquait des vêtements pour enfants. Mes cousins avaient des magasins d'électronique et j'ai toujours adoré ça. Comment ça va? C'est tonton Charlie. Hey, salut Charlie. C'est ouvert? À 11 ans, je me promenais déjà avec ma mallette. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des serpillières, des balais, des brosses à cheveux, des cintres, des produits ménagers. Amazon aujourd'hui, c'est plus qu'un géant. Il touche tout le monde, même les plus grands magasins comme Macy's ou Sears. Toute l'industrie. Et tous ces gens vont avoir un problème avec leur emploi. Pour ceux qui sont allés chez Amazon, il n'y a aucune protection sociale structurée. Il n'y a pas de contrat, pas d'indemnité, pas de retraite. Il n'y a aucun avantage. Peut-être que les clients ne comprennent pas qu'il y a une armée de vendeurs tiers derrière tout ça. Ils se disent « je l'ai acheté sur Amazon ». Ça ne provoque aucun malentendu. Ils ne se rendent pas compte que quand ils achètent sur Amazon, il y a en fait un type assis dans sa maison au bord de l'océan qui attend que son ordinateur fasse bip pour se lever et aller emballer leur commande. Vous venez d'avoir une commande? Oui. Je peux vous montrer comment ça se passe si vous voulez. Je ne peux pas vous montrer le nom des clients, bien sûr. Le livre s'appelle « La trésorerie du confort » de Sidney Greenberg, paru en 1954. Je vois que ce livre se trouve à l'emplacement F9. Excusez le désordre. Il est rangé tout au fond, il faut que j'y accède. Voici le livre. 1960. F9, c'est un livre de poche, 36 $, est à neuf. C'est un ouvrage superbe. C'est pas facile de trouver un livre comme ça. C'est une de mes spécialités.
Je trouve le livre et je le pose sur la balance. 300 grammes. Maintenant, il part chez le transporteur. C'est un ouvrage magnifique. Ça me fait mal au cœur de m'en séparer, mais c'est mon gagne-pain. Il faut que j'accepte qu'il quitte la maison. Quand tu veux quelque chose, où est-ce que je l'achète? Sur Amazon, c'est ça. Les premières critiques concernant Amazon disaient que ça ferait couler les petites librairies. À l'époque, on avait déjà des gros noms dans le domaine du livre. Ce n'est pas Amazon qui a inventé le fait d'être un géant, ni d'utiliser l'économie d'échelle pour proposer des produits moins chers. Amazon n'en est pas responsable. Et cet idéal, selon lequel tout le monde devrait prendre son panier et aller en ville pour acheter son pain, son lait et ses livres chez le commerçant du coin, ça n'existait déjà plus. Ce monde avait disparu avant l'arrivée d'Amazon. Au départ, les gens accusaient les grandes surfaces. Puis, ils ont accusé le géant du livre Borders d'avoir fait disparaître leur librairie. Maintenant, ils accusent Amazon d'avoir tué tous les commerces locaux. Est-ce qu'Amazon pousse à la consommation? Bien sûr que oui. Est-ce que ça a un côté positif? Oui. Les gens aiment acheter ce qu'ils apprécient. Savoir qu'on peut obtenir ce qu'on veut quand on veut, c'est très valorisant. Mais on n'en mesure pas forcément les conséquences pour la société. Si vous manquez de confiance en vous, si vous n'aimez pas les surprises ou si vous êtes angoissé par le fait de vous retrouver dans un magasin, vous serez vite coupé de la réalité. Tout finit par se passer uniquement par téléphone ou par le biais de votre ordinateur. L'idéologie libertaire a quelque chose de très enivrant. Je suis un individu dans le monde, je suis le roi de mes propres envies, je peux faire et dire ce que je veux. Cette possibilité de s'émanciper des liens sociaux est très stimulante. Ce sentiment de toute puissance est dangereux pour la démocratie. Et les consommateurs, devenus autonomes et privilégiés, favorisent la création d'un tout nouveau genre d'entreprise, à l'image de celle de Casper. Les produits et le concept s'inspirent du modèle d'Amazon. Le bien-être du client est au centre de la stratégie. Je m'appelle Nel Parikh, je suis un des fondateurs de Casper. Notre entreprise existe depuis 3 ans et demi. Nous sommes partis de 2 principes. Premièrement, acheter un matelas est une expérience horrible partout dans le monde. On savait qu'on pouvait offrir de meilleurs produits et un meilleur service. Deuxièmement, on a remarqué que les gens ne s'étaient jamais autant préoccupés de leur sommeil. Il y a 10 ans, c'était cool de dormir 4 heures par nuit. Aujourd'hui, c'est terminé. Et tout le monde pense alimentation bio, méditation, bien-être, yoga. Le sommeil, c'est fondamental. En combinant ces 2 idées, on s'est dit qu'on allait créer une entreprise qui fournisse les matelas et qui incite les gens à améliorer leur qualité de vie grâce au sommeil. Hi YouTube, how's it going? Et des dizaines de youtubeurs s'en donnent à cœur joie. Casper mattress king size, 'cause go hard or go. Amazon is the reason that in many ways Sous bien des aspects, Amazon nous a permis d'exister. Nous vendons certains de nos produits sur leur plateforme.
Ils alimentent la technologie utilisée par Casper. Ils recueillent nos données et savent exactement ce que nous vendons sur leur site. Mais est-ce qu'ils peuvent entrer dans ma tête ou celle de mon équipe et comprendre notre philosophie? C'est beaucoup plus difficile. Amazon peut avoir un impact social tentaculaire beaucoup plus important dans le monde en permettant aux autres entreprises de réussir. Je ne crois pas que les gens feront faillite à cause d'Amazon. Au contraire, c'est un levier. Et peut-être qu'un jour, l'économie mondiale sera alimentée par Amazon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura qu'eux. There are thousands of salesmen at work each day, most of them honest, conscientious and offering reliable goods. The others, the high-pressure salesmen, are slick, persistent and tricky. Don't feel you have to buy it. Examine the terms. Are they clear? Give yourself time to think it over. En devenant l'entreprise la plus prisée au monde, Amazon réalise le rêve de tous les colporteurs. Entrer dans les foyers. C'est la nouvelle place du marché. Elle est fréquentée par des individus isolés et elle ne connaît qu'un fournisseur, Amazon. En souscrivant à l'abonnement Amazon Prime, on a les films et la livraison gratuite. Mais surtout, Amazon a mis tout son savoir-faire à l'œuvre pour vous ferrer, vous, le client. L'abonnement ne sert pas à couvrir les frais d'expédition sur toute l'année. Ce n'est pas ça le but d'Amazon Prime. La somme investie doit être suffisamment importante pour que, psychologiquement, on en vienne à se dire que c'est plus rentable de commander sur Amazon qu'ailleurs. Créer la confusion entre générosité, complicité et confort. Voilà ce qui rend Amazon Prime si puissant. Vous devriez avoir honte de ne pas utiliser Amazon comme vous devriez le faire. Car c'est pour votre bien et celui de votre famille. L'argent que vous jetez par les fenêtres en frais de livraison, vous pourriez l'utiliser pour nourrir vos enfants. Dieu vous surveille. Début 2018, c'est l'apothéose. La série Madame Maisel, Femme fabuleuse, diffusée sur le service de vidéo à la demande d'Amazon, remporte 2 Golden Globes. Le géant est clairement entré dans nos salons. When we win a Golden Globe, you know, it helps us sell more shoes. It's now become a physical digital hybrid membership program. What we do, the way we think about it internally, is we just want you to be a Prime member and then you get the best of Amazon. Is it for me? It's for everyone. Amazon Echo, Amazon Dot, Amazon Prime, le service de VOD, tous ces produits se complètent les uns les autres et créent un univers dans lequel le client est toujours satisfait. Voilà la stratégie d'Amazon. Aux yeux du consommateur, Amazon est une entité commerciale toute puissante. Alexa, what time is it? The time is 3:27. En se développant, Amazon a pris de plus en plus de place dans la vie des gens. Et certains ont commencé à se méfier. Est-ce qu'Amazon en sait trop sur nous ? Pour moi, comme pour tous ceux qui ont saisi les avantages du capitalisme et de l'économie de marché, l'apparition du moteur de recherche d'Amazon a été une révélation. Tu es devant ton ordinateur et tu te dis « Il me faut une paire de bottes ». Et là, Amazon t'en propose 5 et tu tombes pile sur la paire que tu cherchais. Merci Amazon. Il y a 2 catégories de personnes. Soit vous voyez ça comme un service personnalisé, un truc qui auparavant était réservé aux plus riches, comme si vous aviez un assistant, soit vous considérez qu'Amazon en sait trop. Mais si vous n'aimez pas Amazon, vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Les gens se méfient des entreprises qui détiennent des informations souvent vraiment basiques à leur sujet. Ils devraient plutôt se soucier des renseignements que le gouvernement possède sur eux. On sait par exemple que l'enregistrement des conversations téléphoniques est quelque chose qui existe. Mais on ne sait pas dans quelle mesure cela se pratique. Alors qu'Amazon ne dispose que des informations que vous lui avez données. Imagine a world where you can focus on your core strength.
Les données que vous fournissez à Amazon sont utilisées pour vous satisfaire et vous inspirer. Toutes vos habitudes sont placées dans le cloud d'Amazon et analysées par une intelligence artificielle. Il faut aussi savoir qu'Amazon Web Services est devenu le gestionnaire du cloud des services publics du Royaume-Uni. C'est aussi le partenaire de confiance de la CIA, de Netflix et d'une pléthore de services fondamentaux. Il constitue la principale source de revenus et le réseau d'influence d'Amazon. Amazon Web Services est un des départements d'Amazon les plus rentables et qui grossit le plus. C'est assez extraordinaire de voir une entreprise de e-commerce se tourner vers une activité aussi différente. Il y a 15 ans, Amazon avait des difficultés à faire fonctionner ses propres serveurs. Ils ont compris qu'ils avaient besoin d'une plateforme informatique modulable, permettant à chaque composante de s'adapter et de prospérer. Ils ont commencé par développer ce système pour eux, avant de l'offrir au reste du monde. Amazon est devenu un adversaire de taille pour la concurrence. Ils se servent des profits faits par cette branche de l'entreprise pour investir dans les autres. On se demande souvent comment Amazon peut vendre autant de choses, depuis la nourriture jusqu'à l'électronique, à des prix aussi bas et avec une marge aussi faible. C'est d'ailleurs ce qui porte préjudice aux autres entreprises. La réponse, c'est qu'Amazon a une autre source de revenus. Amazon Web Services finance son propre avenir, mais aussi celui des autres secteurs de l'entreprise. C'est là qu'Amazon fait le plus de marge. Ce n'est pas en vendant des produits en ligne. Ça rapporte aussi, mais pas tant que ça, parce que les livraisons, le stockage et la main-d'œuvre ont un coût. Et c'est incompressible. Alors que le cloud et les services web sont majoritairement gérés par une intelligence artificielle, et donc deviennent beaucoup plus rentables. Il n'y a qu'à fournir des serveurs et des applications à reconnaissance vocale ou à reconnaissance d'objets, et le tour est joué. Ce système porte ses fruits, et la rentabilité d'Amazon augmente, essentiellement parce qu'ils ont énormément investi au départ. Amazon a la possibilité d'utiliser les profits générés par Amazon Web Services pour compenser les frais de transport, qui représentent un poste de dépense important. Les autres distributeurs en sont incapables. Ils ne sont pas non plus présents dans la publicité ou le cloud computing. C'est un énorme avantage pour Amazon. Cet avantage fournit les fonds qui permettent à Amazon de régner en maître dans le domaine de la logistique. Amazon doit contrôler le marché de la logistique parce qu'aucun transporteur seul n'est capable de lui fournir les ressources nécessaires. En termes de chiffres, nous pensons qu'ils expédient 1,2 milliard de colis par an rien qu'aux États-Unis. S'appuyer sur une seule entreprise pour déplacer tout ce volume serait très risqué pour eux. Amazon est connu pour mettre la pression sur ses partenaires. L'entreprise utilise les services de la Poste et en parallèle, elle les contourne en proposant son propre service de livraison express. Et elle fait pareil pour ses vendeurs. Ça finit par devenir problématique pour les partenaires parce qu'Amazon ne s'associe avec eux que sur le court terme. Certes, ils se font de l'argent pendant cette courte période, mais sa dynamique et ses ambitions sont telles qu'Amazon ne travaillera jamais avec eux sur le long terme. On trouve parmi les partenaires d'Amazon les villes où l'entreprise a implanté ses plateformes. Et d'abord Seattle, où se trouve le QG historique, et les célèbres sphères renfermant la jungle artificielle Amazon. Mais Seattle ne répond plus aux besoins de l'entreprise. Le géant décide donc de lancer un appel d'offres destiné aux villes américaines qui souhaiteraient accueillir son futur QG. Amazon, you're growing your business and we want to grow with you. That's why we think Frisco... La ville de Frisco au Texas, dans une vidéo incroyable, va jusqu'à demander à Alexa de soutenir sa candidature. Hey Alexa,
Where should Amazon locate HQ to? In Frisco, Texas. New York choisit d'illuminer l'Empire State Building aux couleurs d'Amazon. Amazon sait s'y prendre. Il lance « Quelle ville veut accueillir Amazon ?» Et les maires postulent, comme s'il y avait un enjeu pour eux. Ils ne saisissent pas que quand on devient la ville d'une entreprise, il y a perte de valeur. Pour comprendre l'intérêt économique d'héberger Amazon, il faut se pencher sur ce qui est sous-traité. Quel endroit de la chaîne ne leur coûte pas d'argent, mais leur en rapporte? C'est là qu'on se dit « Ah, d'accord, ils sont en dehors du système. » Là, vous voyez le port avec le terminal conteneur et le quai pour les bateaux de croisière, et aussi les autorités portuaires. Notre offre portait sur tout ce que vous voyez derrière nous. Cet immeuble, avec les échafaudages, fait partie des lieux que nous avons proposés à Amazon. C'est une institution de dimension mondiale qui doit s'installer ici, dans le Brooklyn Tech Triangle. Nous avons finalement inclus dans notre offre une partie importante de cette zone de downtown Brooklyn. Je ne crois pas que la ville ou que Brooklyn ait affirmé qu'elle allait dérouler le tapis rouge pour Amazon ou proposer des avantages fiscaux mirobolants, des réductions d'impôts ou quoi que ce soit de ce genre pour une entreprise de cette taille. Jeff Bezos ne cache pas que sans les infrastructures existantes, bâties pendant des décennies par les villes, les États et les finances publiques, Amazon n'aurait jamais pu exister. All of the heavy lifting infrastructure to support Amazon was already in place. If we had had to deploy last mile transportation 20 years ago, it would have cost hundreds of billions of dollars of capital. It would have been impossible for a company like Amazon to even conceive of doing that. En pratiquant une optimisation fiscale féroce, Amazon refuse de contribuer à la rénovation des infrastructures qui lui ont permis d'exister. Amazon fait du tort à de nombreux consommateurs américains, parce que contrairement à beaucoup de distributeurs, l'entreprise ne paie pas l'impôt sur les sociétés. Cet impôt sert à financer la réfection des routes, la construction de nouvelles écoles ou l'embauche de policiers et de pompiers dans les villes. The time has come to pay the piper. But of course, Le joueur de flûte préfère se méfier des accords politiques opportuns. Les villes cèdent le pouvoir à Amazon, mais vont finir par en payer le prix. Elles risquent d'abandonner le contrôle exercé par les citoyens sur les services publics les plus basiques. Ils deviendront des consommateurs sous contrat bien mieux administrés par les magiciens d'Amazon qui sauront tout sur eux. Le but ultime de Jeff Bezos est de faire d'Amazon le fournisseur principal, l'acteur majeur de la vente et du déplacement des biens. Et on ne parle pas que de commerce. Cela va de la publicité et la promotion des produits à la vente, en passant par le transport et la logistique. C'est une mission ambitieuse. L'objectif est énorme. Ils ont commencé par la vente. Au sommet de la pyramide, vous avez la publicité. À la base, vous avez les expéditions. Et toutes ces activités convergent. Amazon devient l'acteur le plus important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Jadis, la compagnie britannique des Indes orientales exerçait son monopole par le biais de la loi.
Aujourd'hui, Amazon exerce son monopole grâce au codage informatique. C'est différent. C'est un programme informatique plutôt qu'un cadre juridique. Amazon a fait de Jeff Bezos l'homme le plus riche du monde. Sa mainmise sur la moindre transaction humaine suffit à convaincre les investisseurs qu'il peut leur offrir le nirvana, le monopole ultime et invisible. Ce que j'appelle le paradoxe antitrust d'Amazon, c'est le fait qu'une entreprise parvienne à monopoliser le marché sans qu'aucune loi ne l'en empêche. Le gouvernement américain actuel s'est recentré sur la protection du consommateur. Il rappelle que l'objectif des lois antitrust est de promouvoir les intérêts du consommateur. En théorie, cela pourrait englober de multiples facteurs. Mais en réalité, les autorités ne se préoccupent que des prix. Traditionnellement, quand une entreprise a le monopole, elle demande un certain prix pour ses produits. Si elle domine le marché, elle affiche un prix exagérément élevé. C'est le comportement classique d'une société qui exerce un monopole. Mais les entreprises dont on parle ne vous font pas payer. Elles offrent leurs produits et leurs services gratuitement. C'est ce qu'a fait Amazon avec les livres numériques quand ils ont lancé le Kindle. Quand ces entreprises ne vous font pas payer ou alors moins cher que le coût réel du produit, il est très difficile de prouver qu'on est face à un cas de violation des lois antitrust si on voulait se retourner contre elles. D'une certaine manière, il est plus simple de considérer Amazon non pas comme un magasin, mais comme une infrastructure. On dit même que depuis le départ, Jeff Bezos aurait pensé Amazon comme une société de services. Si vous êtes un fabricant ou un vendeur indépendant, vous devez passer par Amazon pour accéder au marché du XXIe siècle. Amazon est le chemin de fer du XXIe siècle. Et comme à l'époque de l'invention du chemin de fer, on est face à une compagnie unique, super puissante, qui fait ce qu'elle veut sans aucun contrôle. Le pouvoir d'Amazon, qui n'a aucun égal, réside dans la gestion des données, pas dans les prix. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de modèle théorique valable. Et nous avons passé les 20 dernières années à nous débarrasser du vieux modèle antitrust. Aujourd'hui, Amazon n'est plus soumis à la plupart des dispositions antitrust qui nous protégeaient contre le pouvoir des grandes entreprises. À l'avenir, les lois antitrust poseront un problème à Amazon, alors que l'entreprise devient de plus en plus gigantesque et que sa part de marché dans le secteur des livres, de la musique et des produits alimentaires ne cesse de grandir. Elle sera davantage surveillée. Beaucoup d'entreprises américaines, et pas seulement Amazon, sont confrontées à tout un tas de réglementations en Europe et en Asie-Pacifique. Cela va freiner la croissance d'Amazon et d'autres marchés. Amazon est en train d'envahir le marché européen. L'entreprise cherche à exporter ses principes libertaires. Mais depuis sa création, l'Europe, ce géant libéral, se bat pour empêcher quiconque d'exercer un monopole. Alors, les Européens résisteront-ils? Parviendront-ils à limiter cette menace pour leur souveraineté? So the temptation to avoid competition is powerful. When greed and fear are linked to power, you have a dangerous mix.
Je suis commissaire européenne à la concurrence. L'Europe est différente des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. C'est une union fondée sur l'état de droit. Nous avons montré au fil des décennies notre volonté d'encadrer le marché. Nous disons, nous ne voulons pas détruire notre environnement. Nous voulons des conditions de travail décentes. Nous refusons le travail des enfants. Nous refusons les produits cancérigènes. Dans ce cadre-là, la concurrence peut exister. Et cela a fait de l'Europe une très bonne zone pour faire des affaires, parce qu'il s'agit d'un marché unique où s'appliquent les mêmes règles. C'est une des régions les plus prospères du monde. C'est sans doute le meilleur endroit pour vivre sur Terre de tous les temps. Donc c'est bon pour le business. Mais la condition, c'est de suivre les règles. Peu importe d'où vous venez, des États-Unis, du Japon ou d'ailleurs. Tant que vous respectez les règles européennes, vous êtes les bienvenus. Que pense Jeff Bezos du contrôle auquel Amazon est soumis en Europe? Il considère que c'est la conséquence de la croissance exponentielle de son entreprise et qu'il est normal, avec un tel développement et une telle domination, que les autorités le placent sous surveillance. We have 560,000 employees all over the world, and I expect us to be scrutinized. We should be scrutinized. I think all large institutions should be scrutinized and examined. It's reasonable. Nous ne savons pas ce qui se passera dans 10 ans. Et il y a 10 ans, personne n'aurait pu prédire qu'on en arriverait là aujourd'hui. Les progrès technologiques et la transformation de notre société ont été tellement rapides. Mais nous ne devons pas considérer que tout va de soi et que ça va simplement continuer dans la même direction. Cela peut changer. Parfois, une entreprise liée à une plateforme se dit « Quelqu'un a bloqué mon activité, je n'ai plus de clients. » Comment est-ce arrivé? Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une réponse. Pourtant, vous avez droit à la transparence, afin d'obtenir une réponse et régler votre problème. Nous travaillons avec les flux de données. Et bien entendu, je fais de mon mieux pour appliquer nos règles sur la concurrence. Prenons l'exemple de Google. Vous ne pouvez pas vous auto-promouvoir au détriment des autres. C'est de la concurrence déloyale et vous abusez de votre position dominante. Mais si on respecte le droit de la concurrence, ainsi que les réglementations établies par mes collègues, le monde des affaires peut prospérer. Comme c'est le cas en Europe, avec toutes ces moyennes et petites entreprises qui ont été très profitables aux Européens depuis des décennies. Je participais à une conférence à Berlin et quelqu'un est venu me parler de la notion du paradoxe américain. Je ne savais pas ce que c'était. Il m'a dit « Les États-Unis ont toujours eu un bon gouvernement, depuis plus longtemps que la plupart des autres pays. Et pourtant, les Américains ne lui font pas confiance. » Paradoxalement, ils ont des entreprises plutôt contestables, mais ils croient en elles. En Europe, c'est le contraire. On est davantage sceptique vis-à-vis des entreprises. Et paradoxalement, on se fie plus au gouvernement. Le réflexe est différent selon le continent. En Europe, on se dit que le gouvernement qui nous représente est le plus à même de protéger nos intérêts. Aux États-Unis, on pense économie et libre-échange. On essaie et on verra ce que ça donne. De ce point de vue, je suis très américain. Et je crois qu'Internet a été bâti sur une vision américaine du monde. C'est très intéressant de voir comment ça se passe en dehors de l'Europe. Là-bas, les gens rêvent de certaines choses pour leurs enfants qui, pour nous, Européens, sont acquises. Je l'explique à mes propres enfants. Dans certains pays, vous n'avez pas l'accès aussi facile aux hôpitaux. Les bonnes écoles ne sont pas gratuites comme elles le sont en Belgique ou bien dans d'autres pays européens. C'est très important. Et selon moi, c'est la définition même de la souveraineté. Sans ce socle, vous n'êtes pas souverain. L'Europe est un fabuleux exemple et nous devons préserver ça.
Les Britanniques aiment à la fois leur souveraineté et leur service de santé publique vieux de 70 ans, le NHS. This leaflet tells you what the new National Health Service is and how you can use what it offers. Hospitals and specialist services, medicines, drugs and appliances, care of the teeth, care of the eyes, maternity services, home health services. Sa privatisation, refusée en permanence par les politiques, est pourtant en bonne voie. Choose your doctor now. That's most important. Study the leaflet, then keep it by you. You'll need it for reference. Le NHS se dirige inévitablement et progressivement vers une dépendance des rois du big data comme Amazon. Il en devient leur prochaine cible. Ces dernières décennies, nous avons observé que les données de masse stockées par ces entreprises, combinées au progrès de l'intelligence artificielle, permettent d'accéder à des secteurs comme la santé, l'éducation, l'énergie, les transports, etc. En ce qui concerne la santé, tout est devenu plus accessible grâce aux nombreux gadgets intelligents que nous portons sur nous et qui sont munis de capteurs. Ils peuvent surveiller nos symptômes. Ils contrôlent nos activités physiques et notre temps de sommeil, ce qui peut aider à poser un diagnostic ou à anticiper les choses. Le but est d'éviter des visites inutiles chez le médecin, puisque ces applications établissent déjà un diagnostic. Cela oblige les pouvoirs publics à coopérer de plus en plus avec les entreprises. Souvent aussi parce qu'on leur a fait miroiter d'importantes économies. Les compagnies comme Amazon commencent à expérimenter leurs propres solutions dans le secteur de la santé, parce qu'elles constatent que le marché américain de la santé et de l'assurance maladie est inefficace et qu'elles doivent prendre les choses en main, ce qui pourrait accélérer leur arrivée dans ce domaine. Comment va le bébé? Il est heureux, il va bien. Les enjeux autour du NHS sont vraiment cruciaux pour les politiques et la vie de tout un chacun. Ce sont des questions très sensibles. Nous faisons campagne pour la préservation de ce service public. Et je pense que ça engendre une angoisse générale au sein de la vie politique, car c'est un sujet majeur. Maintenant, c'est au tour de notre service de santé publique. C'est sans doute le dernier bastion pour la classe ouvrière et les travailleurs, parce que tout le reste a disparu peu à peu depuis Thatcher. Et depuis Cameron et May, c'est encore pire. C'est fort à la mot pour les Anglais. Les politiciens, en bradant le domaine public, troquent leur souveraineté contre la provision de services. Ils ouvrent la porte à un pillage généralisé des biens publics. Il y a des gens sans emploi. Le système d'allocation est pratiquement détruit. Il y a des sans-abri et tout le monde s'en fiche. On passe devant des SDF dans la rue sans penser qu'il y a peut-être un mois, ils avaient un boulot. Tout le monde peut se retrouver à la rue en moins de 2 mois. C'est un retour à l'Angleterre victorienne, voire avant. On est revenu à une époque où les gens n'ont aucun droit. Pas de travail, pas de quoi manger, ils n'ont rien. Ils vont à la banque alimentaire. Il paraît qu'on vit dans un pays riche, au cœur de l'Europe. Et pourtant, des gens dorment dehors. Des enfants sont pauvres. Qu'est-ce qui se passe ? Comme dans Le Joueur de flûte, on finit par payer le prix fort si on n'anticipe pas les conséquences de certaines décisions hâtives et malhonnêtes.
On a l'impression que ce sont des événements isolés, qu'on a affaire à des entreprises isolées. Cela touche notre façon de communiquer par email ou notre façon de consommer. Mais tout cela a des conséquences sur le vivre ensemble, sur notre manière de financer nos écoles, par exemple. L'impact est énorme. On joue les Cassandres, on s'inquiète, mais personne ne fait rien. Le système semble aller bien, et pourtant, on va droit dans le mur. Les intrusions d'Amazon dans le domaine public se multiplient. Le géant entre dans nos maisons, il nous informe, il répond à nos besoins, il recueille et analyse les données de nos moindres transactions. Amazon est devenu l'intermédiaire ultime. Se passer de ces services met au défi la souveraineté de chacun. D'abord, chaque État membre dispose de suffisamment de latitude pour déterminer son organisation. Comment le service public doit fonctionner, ce que doit être le règne de l'État-providence et quels bénéfices les citoyens doivent en retirer. Les parlements nationaux ont assez de marge de manœuvre pour prendre leurs propres décisions. C'est comme ça que nous voulons faire les choses. D'après mon expérience, quand on accepte de s'ouvrir au libéralisme, le plus important, ce n'est pas la propriété. C'est de savoir si vous avez un moyen de contrôle. Si oui, vous pouvez intégrer des entreprises privées tout en maintenant un service public. Aujourd'hui, cela devient de plus en plus intéressant. Quand on combine une entreprise privée et un fournisseur de services publics, qui va avoir accès à vos données ? Il est important de souligner que si cela concerne l'argent du contribuable, ces données doivent être accessibles à tous. Parce qu'elles forment une ressource fondamentale, notamment pour l'innovation. Si on veut innover en matière de santé, de prévention des maladies, de gestion de la fluidité du trafic, de lutte contre le changement climatique, nos gouvernements et nos agences publiques ont besoin d'un accès à ces données. Ce sera le débat central dans les années à venir. Tout comme aujourd'hui, nous renforçons le droit de l'individu dans la protection de sa vie privée. Je suis profondément optimiste à propos de mes semblables. Si je ne croyais pas à la bienveillance et à l'intelligence de la population, je renoncerais à la démocratie, au libre-échange, à l'éducation ou encore au journalisme. Mais je crois que les gens sont foncièrement bons et qu'ils veulent faire le bien. Internet est un outil qui peut nous permettre de faire des choses merveilleuses, mais aussi de mauvaises choses. Ce qui m'effraie, c'est que nous mettons toutes les mauvaises choses que nous faisons sur le dos de la technologie. Et nous croyons que la technologie peut tout régler. Ce rejet de la technologie me fait froid dans le dos. Je le vois se développer en Europe, où on assiste à une technopanique. Il faut contrôler Internet et ses effets. C'est problématique. Si vous êtes convaincu qu'un outil purement technologique peut nous rendre mauvais, c'est que vous avez peu d'estime envers vos semblables et l'idée même d'une société organisée. Ce n'est pas mon cas. Je suis bien plus optimiste. Je crois aussi qu'Internet est encore bien trop jeune. Nous ne connaissons pas son potentiel. Notre vision de l'avenir est encore trop ressemblante au passé. Amazon, avec ses célèbres sphères botaniques, met la nature à son service. Est-ce un présage de ses intentions envers la société? L'homme est un animal social. Le but du jeu est de se connecter aux autres et de créer des liens de solidarité. Au lieu d'utiliser la technologie numérique pour y parvenir, nous nous en servons pour isoler et atomiser les individus dans des silos séparés, où ils sont plus efficacement manipulés par les algorithmes et où leur comportement est déterminé par les statistiques.
Nous utilisons la technologie pour que les humains ressemblent plus à des machines et nos machines plus à des humains. Ils ont recréé une forêt pour que les employés puissent s'y rendre et méditer. Là, je me suis dit, voilà comment l'entreprise considère la nature. Elle veut la maîtriser. Ce n'est pas de la création de richesse, c'est de l'extraction de richesse. Ils apprennent à extraire les ressources d'un marché, puis ils passent à autre chose. Amazon ne crée pas de richesse, mais la prélève. Il faut pourtant nourrir le marché dont vous dépendez. Vous ne pouvez pas simplement ruiner tout le monde et vous attendre à ce que ça dure. Mais aujourd'hui, Amazon est presque entièrement basé sur la croissance. Les influences de la technologie, ses promesses et ses dangers sont intimement liés au capitalisme. Beaucoup de problèmes découlent de la nécessité de faire gagner de l'argent aux actionnaires. Mais sans changer la nature du capitalisme, je pense que la seule solution pour nous prémunir contre la manière dont les médias technologisés influencent notre façon de penser, de voter ou de gouverner, c'est l'éducation. La crédulité de l'homme est plus facile à corriger que la force de la technologie alliée au capitalisme. Amazon doit grandir. Ses racines ont atteint la Grande Muraille de Chine, mais elles sont bloquées par son grand rival Jack Ma, le patron d'Alibaba, soutenu par son gouvernement. Apparemment, la philosophie de Jack Ma est anti-impérialiste. Lui et le régime veulent donner une leçon de géopolitique à Jeff Bezos et aux États-Unis. The difference between Amazon and us, Amazon is more like an empire. Everything they should control themselves, buy and sell. And our philosophy is that we want to be an ecosystem. Our philosophy is to empower others to sell, empower others to service, empower making sure the other people are more powerful than us. Amazon n'a implanté ses sites web que dans une dizaine de pays. Une grande partie du monde reste à conquérir. Et elle a un gros concurrent. Alibaba et la Chine lui mettent des bâtons dans les roues dans leur conquête. La technologie et le big data sont devenus des enjeux géopolitiques. Il est évident que la Chine nourrit d'énormes ambitions quant à développer et tirer profit de sa propre technologie, quitte à abandonner ce qui a fait son succès, la production. Se lancer dans les services lui permettrait de faire de plus en plus de marge et de devenir un fournisseur incontournable de cloud computing, d'intelligence artificielle et d'un tas d'autres services indispensables au reste du monde. Ainsi, comme dans tous les contes de fées, Jeff Bezos doit maîtriser la politique ou viser les étoiles pour vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. C'est la deuxième solution qui est envisagée avec son projet Blue Origin. Jeff considère clairement Blue Origin comme une forme de philanthropie. Il encaisse chaque année $1 milliard chez Amazon qui sert à financer ce projet. L'idée de Blue Origin est de concevoir la technologie qui permettra de coloniser l'espace. Jeff Bezos affirme qu'il veut voir le même type d'entrepreneuriat dans l'espace que sur Internet. Selon lui, c'est la clé de la survie de l'humanité. Donc c'est une passion publique. Il y a forcément un intérêt personnel, mais il considère que c'est aussi pour le bien de tous. C'est quelque chose qu'il pourra transmettre aux générations futures et qui permettra un jour à l'homme de quitter notre planète.
I believe, and I get increasing conviction with this with every passing year, the Blue Origin, the space company, is the most important work I'm doing. Jeff Bezos, dont le modèle économique est entièrement basé sur la croissance permanente, a une vision héroïque du destin de l'homme. Plutôt que de s'inquiéter des ressources limitées de notre planète et de sa surpopulation, il pense que ce qui nous menace le plus, c'est la stagnation. Avec son projet Blue Origin, sa vision est claire: coloniser l'espace plutôt que de trouver un remède à la pénurie. I don't want my great-grandchildren's great-grandchildren to live in a civilization of stasis. Take the alternative scenario where you move out into the solar system. The solar system can easily support 1 trillion humans. Why not? That's the world that I want my great-grandchildren's great-grandchildren to live in. Amazon, Google et Facebook essaient de détourner l'attention des consommateurs et des autorités en disant « Voyez tout ce qu'on fait pour l'humanité ». Des voitures autonomes, des drones et même des fusées. On peut tous convenir que ces choses sont bénéfiques et qu'elles font progresser l'humanité et la société. Ces entreprises travaillent dans ces domaines, mais n'en tirent aucun profit financier. Ce sont des centres de coûts qui leur permettent simplement des mouvements comptables. Amazon est devenu aussi puissant que plusieurs pays réunis. Son activité transforme notre monde. Au nom de notre bien-être à tous, au nom de la démocratie et de tout ce que nous chérissons, il est vital de ne pas laisser Amazon se propager sans aucune forme de contrôle.